Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire avec Saxo et Édouard Petit sur les ETF. Alors j'espère déjà que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Donc il y a un chat, hein, vous pouvez très bien écrire dessus pour me dire si de votre côté déjà tout est bon au niveau de l'audio. Ok, donc ça a l'air d'aller. Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors merci de votre participation. Vous êtes encore une fois très nombreux. Donc là, on va traiter cette fois-ci d'un sujet que finalement, on va dire que tout le monde connaît, mais personne ne maîtrise. Ce sont les ETF. Donc il y a beaucoup de gens qui ont déjà traité les ETF, mais en réalité, peu savent exactement comment ça fonctionne, comment ça se passe concrètement, comment la maison de gestion s'occupe de gérer ces ETF-là. Et on va pouvoir voir tout ça avec le spécialiste en France, Édouard Petit. Alors déjà, première question, vous pouvez le mettre dans le chat, hein, qui a déjà traité des ETF chez Saxo ou ailleurs, hein, globalement. Donc mettez en chat voilà, si vous avez déjà traité, donc si vous avez de l'expérience sur ce genre de produits. Oui, donc pas mal de gens, effectivement, je vois, qui ont traité. Donc, ouais, il y en a beaucoup. C'est assez typique, hein. Il y en a beaucoup qui traitent ces produits-là, mais pas forcément maîtrisent tout le composant, comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va notamment voir aujourd'hui. Donc, Édouard Petit, on le disait, hein, le spécialiste des ETF en France. Alors, quel est l'agenda en fait du jour, hein? L'idée, c'est de faire à peu près 40-45 minutes. Il y aura bien sûr toutes les questions qui pourront être posées à la fin. Donc, une petite introduction, une définition, comment fonctionnent les ETF, pourquoi intégrer des ETF dans un portefeuille, dans une stratégie, pourquoi c'est intelligent de le faire, comment le faire, est-ce qu'il y a des frais particuliers, est-ce qu'il y a des choses à savoir, tout ça, voilà, on va le décrypter ensemble. Et ensuite, dans un dernier temps, j'interviendrai sur la plateforme pour vous montrer voilà, où trouver peut-être des ETF, comment filtrer les bons ETF, comment passer un ordre sur les ETF, comment voir où est le DC, hein, le document d'information clé pour l'investisseur, voilà, où trouver toutes les informations d'une manière générale pour vous, pour que vous puissiez avoir tous les éléments pour traiter ce genre de produit. Et ensuite, bien sûr, on fera les questions. Alors déjà, quelques mots sur Édouard Petit, hein, qui nous fait l'honneur de nous accompagner pour ce webinaire. Alors, Édouard, c'est avant tout un écrivain. Alors, c'est pas un écrivain de romans. Il écrit des livres sur les ETF. Ça fait plus de 10 ans. Ces livres sont accessibles voilà, aux plus avancés, comme aux novices. Et ce sont des livres, il faut savoir, qui sont des best-sellers, hein. On parle de dizaines de milliers d'exemplaires vendus encore maintenant. Vous voyez ici sur le graphique, il y en a quelques-uns que vous pouvez retrouver, hein, disponibles, notamment voilà, sur Amazon. C'est également un conférencier, mais aussi un professeur. C'est un professeur dans une des plus grandes écoles de commerce françaises, qui est l'ESCP, et qui voilà, partage ses connaissances avec les étudiants. Vous verrez qu'en fait, les ETF, c'est extrêmement important, une classe d'actifs qui permet de faire tellement de choses. Et là, vous aurez tous les rouages de comment ça fonctionne. Donc, je vais laisser la main à Édouard. Merci, hein, Édouard, encore une fois de ta participation. Et je te laisse Écoute, prendre la merci main. beaucoup Nicolas, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être chez Saxo pour partager un petit peu de mon expérience. Effectivement, j'ai commencé à écrire Moi, je suis un investisseur particulier en fait, hein, surtout à la base, j'investis pour moi-même. J'ai un PEA, PME, des assurances vie, PER, etc. Et j'essaie de chercher à bien investir. Et c'est comme ça que je suis devenu expert effectivement de ce sujet, expert indépendant en dehors des banques. Il y a sûrement des gens qui connaissent mieux les ETF que moi chez les émetteurs d'ETF, en tout cas, j'espère. Et en tout cas, moi, je fais vraiment le lien entre les ETF et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, et un peu le lien entre les ETF et la gestion de patrimoine. Et effectivement, là, c'est peut-être une spécificité qui est assez rare. Et sur Épargnant 3.0, j'ai commencé à écrire, je l'ai écrit en 2015, la première version, et là, on a la 3e édition. Et je remercie d'ailleurs
toute ma communauté qui met des évaluations. Oui, il y a plein d'évaluations positives. Donc, merci à vous et aussi merci d'ailleurs aux écoles de commerce de me faire confiance pour partager ce que je connais en finance, finance de marché, finance d'entreprise. Et en fait, moi, ma révélation, elle s'est faite, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la finance. J'étais passionné pour la petite histoire. Moi, j'ai commencé à investir en actions. J'étais ado, peut-être à 12 ans, un truc comme ça. J'ai acheté Canal+, des mines en Zambie, etc. Voilà, ça m'a toujours intéressé et j'ai investi un peu plus fortement quand j'ai commencé à travailler. Et puis après, j'ai eu on pourrait dire une révélation qui m'a incité à vraiment me pencher sur ce sujet des ETF. C'est quelque chose qui se ressemblait à ce graphique que j'ai vu il y a plus de 15 ans et qui dit que l'immense majorité des gestionnaires professionnels sous-performent les indices, c'est-à-dire la moyenne des actions. Donc là, vous voyez, en fait, on voit le pourcentage de fonds actifs qui font mieux que qu'un indice, c'est-à-dire la moyenne des actions. Par exemple, si c'est un fonds français, est-ce qu'il fait mieux que le CAC 40? Si c'est un fonds américain, est-ce qu'il fait mieux que le S&P 500? Donc, on voit là c'est sur les fonds globaux, dans le monde entier, et on voit qu'il y a moins de 10% qui font mieux que l'indice sur un an, et moins de 2% sur 10 ans. Alors, on peut toujours discuter est-ce que c'est 2%, 10%, 20%. Mais en tout cas, il y a une immense minorité de gestionnaires actifs qui font mieux qu'un indice, alors qu'un ETF, on va le voir tout à l'heure, un ETF, ça cherche à suivre un indice de façon très proche et justement, notamment à ses frais faibles, arrive à talonner l'indice. Et c'est un peu ça qui, moi, m'a fait réfléchir. Et je me dis, tiens, c'est étonnant, je vais vraiment approfondir le sujet. Ouais, je vois quelques commentaires. Une des raisons, effectivement, ce sont les frais de gestion élevés des gestionnaires actifs qui fait que ils ont du mal à atteindre le niveau de la 10, donc sans réfléchir. Voilà. D'ailleurs, Edouard, ce qui explique un peu au niveau des frais, hein, les fonds actifs, justement, ce qui justifie des frais plus élevés, c'est qu'ils font une vraie recherche au niveau des actions à sélectionner. Donc, il y a toute une recherche de fonds que le gérant fait, qui sur l'ETF, du coup, n'a pas à faire ce travail-là, ce qui peut justifier d'avoir des frais beaucoup moins élevés sur les ETF, sachant qu'il n'y a pas cette sélection d'actions, de stock picking, on va dire, à faire. Est-ce que c'est ça qui justifie? Alors, il y a plusieurs choses qui... Tu as d'autres raisons? Ouais, il y a plusieurs choses qui justifient. On prend un peu d'avance sur la suite de la présentation, mais c'est important vraiment d'en parler. Bon, déjà, les gestionnaires actifs, ils font bien leur boulot. Voilà, c'est pas du tout une critique envers les gestionnaires actifs. Pricer correctement Tesla, Amazon, LVMH, ça demande énormément de boulot et ils cherchent à faire super bien leur boulot. Et donc, comme tu dis, ça a un coût. Alors que les ETF, ça vaut pas cher, mais ils suivent un petit peu bêtement un indice. S'il y a X% de Amazon, ils prennent X% d'Amazon un peu sans réfléchir particulièrement. Donc, c'est évident que ça coûte moins cher au final. Et puis, c'est peut-être un peu plus facile d'automatiser. Voilà. Donc, c'est sûr que ça coûte pas cher. Ça va coûter effectivement peut-être 0,2 contre 2%. Et effectivement, si par exemple le marché action, ça fait 8%, d'avoir 2% de frais, en moyenne, les gestionnaires actifs, vu que les gestionnaires actifs, c'est ceux qui font l'indice, les gestionnaires actifs, ils vont en faire en moyenne 8% moins 2% de frais, ils vont faire 6%. Et il faut imaginer la surperformance énorme qu'il faut pour finalement combler ces frais. Voilà, et revenir au niveau d'un ETF. Et c'est ce qu'on voit dans les chiffres, c'est pratiquement impossible. Donc, une des raisons, c'est qu'il n'y a pas ce travail d'analyse. L'autre raison, c'est quand même aussi les modalités de distribution. Donc, ETF, on le verra un peu tout à l'heure, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Ça veut simplement dire fonds cotés en bourse. Donc, le fait qu'il soit coté en bourse, c'est que c'est la bourse qui fait la distribution. Alors que quand on est un fonds non coté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le distribue et qui le vende. Qui dit vendeur, dit rémunération de ce vendeur. Donc, par nature, un fonds non coté, distribué, sera plus cher parce qu'il faut rémunérer quelqu'un, alors que la bourse, il n'y a pas besoin de le rémunérer.
Après, ce vendeur, il peut, pareil, très bien faire son boulot, faire du conseil, expliquer, et ça demande rémunération. Mais quelqu'un qui est capable d'être en autonomie, de comprendre, eh ben, il peut payer moins cher. Donc là aussi, pour moi, c'est pas du tout une critique envers les gestionnaires actifs ou envers les distributeurs. Hein. Pour moi, c'est juste une explication de comment ça fonctionne. Ok, et donc on en arrive effectivement à ça. Ok. Donc, et alors, tu vois, toujours, hop, attends, j'essaie de passer au slide suivant. Voilà. Et donc, quand on voit la différence entre, là c'est un extract du Monde, je trouvais ça intéressant parce que on voit plusieurs choses. Déjà, c'est que en 2015, quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet, personne n'en parlait. Et désormais, maintenant, ça devient quand même de plus en plus grand public. On en parle dans le monde. Moi, j'ai moi-même été interviewé dans Paris Match sur les ETF. Moi, j'aurais jamais cru en 2015 que je serais interviewé dans Paris Match. Bon, voilà. Donc, ils font une explication de la gestion active versus la gestion passive. C'est ce qu'on vient de dire. La gestion active, ce que vous voyez sur la gauche, il y a une sélection de valeurs, alors qu'une gestion passive, qui est souvent le cas des ETF, il n'y a pas de sélection des valeurs. Donc, d'un côté, on a des frais élevés et d'autre côté, des frais moins élevés. Ce qui a marqué aussi, c'est que dans la gestion active, il y a souvent une diversification qui est faible, alors que dans la gestion passive, il y a souvent une diversification qui est forte. Donc, parfois, j'entends dire que les ETF sont plus risqués. Ils sont quand même, à partir du moment où on prend un indice large, ils sont pas du tout plus risqués que la gestion active, même au contraire, la gestion active étant parfois plus concentrée. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est que les fonds passifs, y compris les ETF, leur part de marché dans la gestion augmente. Et maintenant, aux États-Unis, c'est à peu près 50-50 entre la gestion passive et la gestion active. Voilà pour ce slide. Donc, si on revient sur la définition, là, on a repris la définition sur l'AMF qui a fait une simplification pour être tout à fait honnête, mais c'est quand même intéressant de la partager. Les ETF sont des fonds indiciels cotés en continu et négociés en bourse de la même façon qu'une action. Donc voilà, ça se négocie comme une action en bourse. Quelle que soit la gestion mise en place, ils ont tous le même objectif, répliquer à la hausse et à la baisse l'évolution du sous-jacent. Okay, donc, ils répliquent, par exemple, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, le Nikkei, le S&P 500, plein d'indices. Et il y a dans le monde, à peu près 12 000 ETF et à peu près 2 000 en Europe, ce qui fait 14 000 milliards d'encours. C'est énorme, en fait, d'encours. Voilà, et il y a une croissance de 15 à 20% par an des encours, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, il y a plus en plus de gens qui s'intéressent aux ETF et qui investissent sur les ETF. Et moi, j'étais surpris de ce qu'on a mis. Ça serait intéressant d'avoir ton retour, Nicolas. Ouais, il y a un tiers des nouveaux clients Saxo qui n'investissent qu'en ETF. Franchement, moi, je suis bluffé par cette stat et moi, je m'y attendais pas du tout. Je trouve ça vraiment excellent. Oui, clairement, on en voit de plus en plus. Hein. Ça, c'est effectivement les nouveaux clients. En 2025, quand j'ai posé la question tout à l'heure dans le chat, j'ai été assez étonné de voir toutes les réponses de ceux qui effectivement traitent ces produits. En fait, c'est extrêmement intéressant aussi, notamment dans le cadre d'un PEA. Par exemple, pour s'exposer aux États-Unis. Il y a des PEA qui sont éligibles et qui vous permettent d'avoir une exposition aux États-Unis. Et ça, on le voit beaucoup. Hein. Par exemple, des ETF Nasdaq éligibles PEA. Et ça, c'est ce que l'ETF permet de faire aussi. Hein. Ça permet effectivement de s'exposer aux États-Unis, alors que dans un PEA, ça serait pas éligible finalement. Donc, il y en a beaucoup dans ces matières où c'est aussi pour faire ce genre de diversification-là, extrêmement intéressante. Donc, oui, ça, c'est les chiffres 2025 et ça fait que monter. Donc voilà, c'est important que les gens, les investisseurs, les clients comprennent vraiment comment ça fonctionne. Je sais, parce que tu mets la pression pour qu'on soit dans les temps. C'est pour ça que je me suis permis de passer de slide. Je me permets. Oui, alors ça, c'est la définition de l'AMF, alors qui a l'air un petit peu étonnamment un peu simplifiée. Alors moi, je voulais quand même partager avec vous un petit peu la vraie définition quand même, parce que vous avez vu qu'il y a, je viens de le dire, il y a 12 000 ETF dans le monde. C'est que il y en a pas que qui suivent des ETF qui suivent le S&P 500 ou le CAC 40, c'est que c'est quand même un petit peu plus
riche et compliqué que ça. La vraie définition, elle est dans le titre, hein, c'est Exchange Traded Fund, c'est un fonds négocié en bourse. Donc en théorie, n'importe quel fonds pourrait être négocié en bourse coté. Donc ça pourrait être un fonds cher, ça pourrait être un fonds actif qui ne suit pas d'indice. Voilà. Donc, et d'ailleurs, surtout aux États-Unis, c'est un petit peu vrai en Europe, mais je pense que ça va arriver. Il y a plein de fonds non cotés qui deviennent cotés et des fonds actifs. Et donc les ETF actifs, ça se développe beaucoup. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de fonds actifs cotés aussi en Europe. Donc voilà. Mais c'est vrai que la définition un petit peu usuelle, c'est le suivi d'indices larges. Mais aussi les indices, il ne faut pas se leurrer. En fait, il y a 3 millions d'indices dans le monde. On peut faire des indices un peu sur n'importe quoi. Je vais donner un exemple peut-être un peu plus pour les experts. Si on dit, mon indice suit les 100 sociétés les plus grosses dans le monde de façon équipondérée avec la même pondération, pas en fonction de la taille des entreprises. Ça, c'est un indice. Si je dis, je prends les 100 sociétés françaises qui ont la meilleure marge brute, ça aussi, c'est un indice. Et on peut faire un ETF qui suit ça. Ça serait un ETF qualité. Et il y en a. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 000 ETF, parce que dans le monde, et 2 000 en France, parce qu'on peut faire plein de choses avec les ETF. C'est une enveloppe. Voilà. Après, nous, voilà, je pense que moi, le cœur de portefeuille, ça devrait être des ETF quand même, selon la définition usuelle, qui est avec des indices larges, pondérés en fonction de la capitalisation boursière, type S&P 500 parce qu'il y a 500 entreprises, type même plutôt, enfin Eurostoxx en Europe, Eurostoxx 50 en Europe parce qu'il y a 50 sociétés, c'est déjà assez large. Moi, je préfère le Stoxx 600 parce qu'il y a 600 sociétés, ou encore mieux, un indice monde, World, où il y a 1600 sociétés des pays développés. Et déjà, voilà, en quelques clics, avec juste un ETF, on peut vraiment diversifier. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Après, si on veut aller plus loin, oui, on peut créer des portefeuilles d'ETF et il y a plein de types d'ETF. Il y a des ETF, là on le voit là, j'ai mis sur ce slide, qui sont par secteur géographique. Il y a des ETF France, Europe, Asie hors Japon, pays émergents, voilà. Il y a des ETF sectoriels, il y a des ETF sectoriels larges, je dirais, par exemple, je sais pas, les bancaires dans le monde, ou plutôt niche, je sais pas, les biotech en Asie. Bon, voilà. Il y a ce qu'on appelle les indices Smart Beta. Smart Beta, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, des indices qui sont orientés sur, de façon automatisée, les entreprises de qualité, équipondérées, etc. Il y a des indices ESG, enfin des ETF ESG, donc qui suivent, qui sélectionnent les entreprises, enfin qui suivent des indices qui ont sélectionné des entreprises sur des critères extra-financiers. Il y a plein de types de critères ESG. On peut, par exemple, exclure des sociétés qui font de l'armement non conventionnel, du tabac, etc. Ou choisir les sociétés avec les meilleurs scores ESG dans certains secteurs, et puis les ETF actifs dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Il peut y avoir plein d'ETF différents. Voilà. Et donc, pour comprendre le nom d'un ETF, souvent, il est structuré de la même façon. Donc, souvent, je pense que c'est même dans l'ensemble des cas. Donc, il y a la société de gestion, là, par exemple, Amundi. Il y a l'émetteur de l'indice, il y a MSCI, mais il y a d'autres émetteurs d'indices. Il y a FTSE, par exemple, FTSE. Il y a l'indice répliqué. Là, il y a le World, mais il pourrait y avoir le S&P 500. Après, il y a un mot, c'est le cadre réglementaire européen qui protège les investisseurs particuliers en particulier. Donc, ça se dit UCITS, UCITS, là, tous les ETF européens l'ont. La structure ETF, parce que il y a des produits cotés qui ressemblent à des ETF qui sont pas exactement des ETF. Il y a des ETC, par exemple. Je vais pas rentrer dans ce détail, mais voilà. Donc, il y a vraiment le nom ETF qui dit que c'est un fonds. Sinon, c'est pas vraiment un fonds, c'est autre chose. S'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Il y a la devise en euros, parce qu'il y a des ETF qui sont cotés en euros, en dollars, un peu ce qu'on veut. Voilà. La gestion des dividendes, ça veut dire capitalisant. Donc, soit les dividendes, ils sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, soit ils sont distribués, et là, c'est un D.
Et puis après, il y a le code d'identification ISIN, voilà, que vous voyez, c'est le code unique de l'ETF. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut rechercher un ETF. Et si vous recherchez dans une plateforme, bah vous utilisez les mots-clés qui sont là et vous allez probablement trouver les ETF. Mais Nicolas, tu vas faire une démonstration tout à l'heure. Alors, là, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement, que j'ai voulu partager avec vous. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que les ETF fonctionnent. Et là, je voudrais vous expliquer pourquoi les ETF à indice large fonctionnent et surperforment, notamment les gestionnaires actifs qui sont concentrés et probablement vont surperformer par rapport à vous si vous faites du stock picking. En fait, il y a un constat qui est que, en fait, en bourse, très peu d'entreprises ont une bonne performance. Voilà, ça paraît bizarre, mais en fait, extrêmement d'entreprises font mieux que 0%. Et c'est quand je dis très peu, c'est vraiment très, très, très peu. Donc, il y a un chercheur aux États-Unis qui s'appelle Bessem Bender, il l'a fait dans le monde entier, qui a regardé l'ensemble des actions des entreprises qui ont été cotées entre 1926 et 2022. Donc, ça fait plus de 28 000 entreprises qui sont nées, mortes, fusionnées, etc. Et il a regardé la valeur ajoutée créée en bourse par l'ensemble de ces entreprises et il a fait des ratios. Alors, je ne vais pas tous leur présenter, mais en gros, si vous prenez un exemple, par exemple, à 60%, il y a 60% de la valeur ajoutée qui a été créée par uniquement 120 entreprises sur 28 000. 80% de la valeur ajoutée par 300 entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir une gestion performante, il faut tomber sur ces 300 entreprises. Donc, vous pouvez lire ce graphique de deux façons. Soit vous vous dites, bah, écoutez, pour prendre les 300 sur les 28 000, bah, j'achète les 28 000, donc je prends un indice large. Donc, moi, c'est quand même ce que je recommande. Voilà. Donc, en gros, bah, y a une botte de foin avec trois épingles dedans. Bah, j'achète la botte de foin pour prendre les épingles qui sont en diamant astral, vous les appelez comme vous voulez. Ou vous vous dites, mais je suis tellement super fort que moi, je vais tomber sur les trois. Donc, soit vous avez une confiance absolument démentielle en vous, entre votre gestionnaire pour tomber sur les trois, soit pas, et il faut faire de la gestion passive. Donc, à vous de faire votre choix. Moi, je pense que si on est raisonnable, bah, il faut acheter toutes les entreprises dans le monde, donc l'indice le plus large. Donc, c'est pour ça que je redis, moi, je suis fan des indices très larges, type MSCI World, S&P 500, Stock 600, Emerging, même peut-être avec des small caps. Voilà, le plus large possible. Voilà. Et voilà la raison. C'est ce graphique. Alors, je vais passer au suivant. Comment intégrer le ETF dans votre stratégie d'investissement? Alors, donc voilà, donc les atouts du modèle, c'est une synthèse. Bon, voilà, c'est simple quand même. Je pense qu'à partir du moment où on prend des indices larges et pas des indices type biotech taïwanais, bon, bah, c'est quand même relativement simple. C'est disponible en CTO, en PEA, voilà, donc ça peut être très efficace. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est accessible, c'est performant, il y a la diversification et c'est liquide. Et ben, on peut en prendre, en retirer de l'argent pour pas cher. Voilà, faire des allers-retours. Mais je propose pas. Enfin, mon point, c'est pas de dire qu'on peut faire que c'est bien de faire des allers-retours, mais en tout cas, vous pouvez récupérer votre argent de façon simple, sans être bloqué. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de super pratique. Alors, comment sélectionner un ETF? Moi, je pense que c'est la question que vous vous posez. Donc là, j'ai mis un slide avec beaucoup de critères, mais je pense qu'on peut faire simple. Et je vais partager avec vous les critères qui sont le plus importants parce que moi, mon credo, voilà, mon premier livre, mon livre Épargne 3.0, il s'appelle Comment investir de façon performante en 1 minute par mois. Et franchement, j'y crois. On peut y passer 1 minute par mois en étant vraiment super performant et sans être un expert. Donc, quand on achète un ETF, la première chose, c'est que la plupart des ETF, ils sont excellents. Donc, il faut regarder surtout l'indice suivi. Voilà ce que je vous disais. Regardez, est-ce que c'est un S&P 500 ou est-ce que c'est un indice biotech japonais? C'est pas pareil. Voilà. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est à gauche, c'est l'enveloppe fiscale. Est-ce que vous pouvez le mettre dans votre PEA, dans votre assurance vie, dans votre PER, dans votre CTO? La troisième chose,
c'est est-ce que il y a un encours minimum. S'il fait 2 millions d'encours, il y a forte chance que ça soit plutôt un ETF biotech Amérique latine qu'un biotech, un S&P 500. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Donc, regardez quand même les ETF qui ont au moins, allez, il n'y a pas de chiffre officiel, 100 millions d'euros d'encours ou qui ont un bon trend, une bonne, qui vont le faire rapidement. La bourse de cotation. Après, s'il y a un risque de liquidation, parce que pourquoi je dis ça? Parce que si c'est un truc à 3 millions d'euros et ça décolle pas, et ben, il va être arrêté, donc ça va être remboursé, il va falloir que vous réinvestissiez. C'est pas très grave, mais c'est pas très pratique. Voilà, c'est pas génial. Autant prendre un gros un ETF avec un encours fort. La bourse de cotation, c'est intéressant parce que les bourses ont des frais potentiellement, ça dépend chez quel courtier vous êtes, mais vous pouvez avoir, si vous pouvez être chez certains courtiers, sur Xetra en Allemagne, il y a beaucoup d'ETF, ça peut être plus cher. Alors vous, si vous êtes là, peut-être que vous êtes j'imagine que vous êtes chez Saxo, les frais aussi chez Saxo sont assez faibles sur les plateformes étrangères, donc là, c'est moins un enjeu pour vous. Des frais acceptables aussi. Donc voilà, des frais acceptables, c'est entre 0,05 et 0,4, 0,5% par an. Encore une fois, si vous êtes sur un indice large, les chances que vous ayez des frais faibles et quand même sont extrêmement importantes. La devise, donc est-ce que c'est coté en euros ou en dollars? Moi, je vous conseille plutôt de prendre en euros parce que souvent, vous avez des frais si c'est coté en dollars. Voilà, et donc c'est mieux que ça soit l'émetteur, le gestionnaire d'ETF qui fasse la transaction pour vous. Il aura probablement des frais de transaction de conversion de devise inférieure. La politique de distribution de dividendes, regardez, moi je préfère les ETF capitalisants de manière générale qui réinvestissent automatiquement, surtout en compte titre, parce que en PEA, c'est pas grave, c'est pas très grave, même bon, si je préfère les capitalisants, mais bon, c'est pas très grave. En compte titre, le dividende, il va être taxé pour vous souvent à la flat tax. Bon, donc au passage, vous allez perdre 30% de réinvestissement. Bon, voilà, c'est un petit peu, dommage. Voilà. Aussi, c'est un vrai ETF. Bon là, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a des ETF qui sont des ETC. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ça ressemble plutôt à une obligation qu'un fonds de gestion. Voilà. J'y répondrai s'il y a des questions. Je pense aussi, et là je l'ai mis à la fois en mix entre critères simples et critères avancés, la société de gestion peut avoir un impact. Voilà. Donc il faut prendre des sociétés de gestion reconnues. Et aussi, les sociétés de gestion, elles ont quand même un style. Et chacun choisira en fonction de son propre style. Il y a quand même une assez grosse différence de style entre les grosses sociétés de gestion américaines, type iShares, BlackRock ou même Vanguard, et les sociétés de gestion européennes, type Amundi, BNP, DWS, etc. Et notamment dans leur politique de vote. Donc ça, c'est une étude que j'ai faite. Aussi, je dois dire dont on parle trop rarement. J'ai comparé sur quelques exemples, vous pourriez le retrouver sur mon blog, comment les sociétés de gestion votent aux assemblées générales. Et ils votent de façon extrêmement différente aux assemblées générales. Et donc, on peut choisir quand même, je trouve, sa société de gestion en fonction de ça. Ça ne me paraît pas complètement absurde. Voilà. Aussi, il y a des critères avancés. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Le type de réplication. Ouais. Attends, je t'interromps 2 petites minutes. J'ai une petite question justement sur les sociétés de gestion. Je me disais, toi, tu en penses quoi effectivement de certaines sociétés de gestion? On parle vraiment de 2, 3 qui concentrent en fait vraiment tous les encours, enfin les principaux encours de ces ETF. Selon toi, est-ce qu'il y a des risques? Parfois, on parle de bulles sur les ETF. Est-ce que pour toi, le fait que BlackRock ait autant effectivement de concentration, donc autant de pouvoir, hein, tu me disais par exemple aux assemblées, c'est quoi est-ce que tu vois des risques? Est-ce que pour toi, quand on parle de bulles, c'est justifié? Alors j'ai une position là-dessus? assez claire sur le sujet. Hein.
Donc je vois beaucoup de critiques dans la presse sur les ETF. Moi, je les lis pas toutes, hein, mais j'en lis quand même assez régulièrement parce que il faut quand même se forcer à lire les gens qui sont pas du même avis. C'est quand même sain de manière générale. Je trouve les critiques de manière générale assez infondées et pour moi, ça ne veut rien dire de dire bulle des ETF parce que l'ETF c'est pas un actif, enfin c'est pas une classe d'actifs. Donc voilà, soit il y a une bulle des actions, mais il n'y a pas de bulle des ETF. D'ailleurs, il y a des ETF obligataires, il y a des ETF actions. Voilà, donc ça, pour moi, ça veut rien dire cette histoire de bulle des ETF. Après, il y a quelques critiques qui sont potentiellement justifiées. Il y a une question qui est à partir de quel moment, quand tout le monde fera de la gestion passive, qu'est-ce qui se passera? Moi, je pense que c'est sain de se poser la question. Moi, je pense qu'on est encore très loin. Et la question, c'est parce que oui, les ETF, ça suit le marché, donc ça suit l'intelligence collective, donc ça surfe sur le travail de l'ensemble de la gestion des gérants actifs. Hein. Il faut pas être, il faut être assez clair. Voilà, ça surfe sur le travail d'autres gens et on en profite. On a l'intelligence collective gratuite à 0,2%, disons, alors que quand vous achetez un fonds actif, vous payez l'intelligence d'un seul gérant à 2%. Donc oui, c'est un trick. Après, est-ce qu'il y a besoin d'autant de gestionnaires actifs, d'analystes pour faire bien marcher la bourse? C'est pas sûr. Par ailleurs, moi, ce que je peux observer, c'est que les premiers gestionnaires actifs qui se font manger, c'est plutôt les mauvais gestionnaires actifs, ceux qui recopient de façon chère les indices sans faire le bon travail. Donc, il reste plutôt les bons gestionnaires actifs qui font le bon travail. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de risques. Même, c'est un sujet intéressant qu'il faut suivre. Voilà. Et l'autre sujet intéressant qu'il faut suivre, c'est ce dont on parlait là, c'est la concentration dans très peu de sociétés de gestion des fonds et qui ont des pouvoirs aux assemblées générales, et notamment BlackRock qui a plus de 10 milliards sous gestion, 10 000 milliards, je n'ai pas les chiffres là avec la baisse des marchés exacts. Il y a Vanguard qui doit pas être très loin à 8 000 milliards. Si on somme un peu tous ces Américains-là, eh ben, ça fait effectivement des gens qui ont déjà aujourd'hui dans certaines sociétés 15-20% des droits de vote. Et c'est quand même, c'est matière à réflexion. Alors, c'est un sujet de la gestion d'actifs de manière générale, parce qu'ils ont aussi d'ailleurs ces gens-là de la gestion active et pas spécialement des ETF. Mais je pense que historiquement, les ETF, donc, ils étaient à bas coût. Ils ont tiré la gestion d'actifs vers une massification et donc une concentration. Et on voit que voilà, tout se concentre vers quelques acteurs et c'est la gestion passive, les ETF sont d'une des raisons. Et oui, ça demande quand même de surveiller ça. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs individuels, choisir les maisons de gestion en fonction qui auraient une politique de gestion, de vote qui correspond plus à ce qu'on a envie de faire, ça a du sens. Après, parmi les investisseurs individuels, il y a peut-être des gens qui préfèrent voter à l'américaine et d'autres voter à l'européenne. Voilà. Donc, ça serait un sujet qui mériterait un approfondissement très important, mais je pense que juste dire à l'américaine ou à l'européenne, vu comment on voit se passe ce qu'on entend à la télé tous les jours, etc., je pense que vous pouvez vous faire une idée assez facilement des types de votes des sociétés de gestion européennes et américaines. Voilà. Et puis, il y a des critères avancés dont je parlais tout à l'heure. Alors, attendez, je vais aller dans le mauvais sens. Donc, voilà, si on veut commencer, je parlais des indices larges. Moi, je trouve que si on veut faire super simple, et c'est ce que j'écris depuis 2015 dans mes livres, encore une fois, le PA, c'est incroyable. Et en plus, dans le PEA, on peut avoir des indices internationaux pas chers, au travers des ETF. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est une stratégie qui est imbattable. Vous achetez un ETF monde dans un PEA, mais franchement, c'est royal. Il y a deux choix maintenant. En plus, les émetteurs d'ETF, ils ont émis récemment 2 super ETF. On a une société de gestion française, européenne et une société de gestion américaine. Donc, vous pouvez faire votre choix. Ils sont tous les deux absolument excellents. Ils ont des frais annuels de 0,2, 0,25%. Vraiment super bas. C'est excellent.
des encours qui sont largement suffisants. Là, vous voyez pour l'Amundi, il est supérieur à 100 millions parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, il est récent, mais il va être en augmentation très forte. Celui d'iShares, il est sorti il y a 1 an, il a déjà 500 millions d'encours, ça a hyper bien performé. Voilà, ils sont tous les deux en dividende capitalisant, c'est excellent. Ils ont un prix de la part qui est autour de 5 euros, ce qui fait que vous pouvez en acheter quelque part et investir tous les mois quelques euros. Franchement, vous investissez tous les mois quelque part l'un de ces deux ETF, mais c'est royal. Vous pouvez pas faire. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais déjà vous commencez comme ça, vous êtes bien, franchement. Ah ouais, on peut faire mieux, on peut faire mieux parce que chez Saxo, les ETF Amundi, Ouais, ça c'est aussi il y a incroyable. 0 € de commission. Il y a juste les frais annuels, mais en ce moment, voilà, il y a 0 € de commission à l'achat, donc on peut faire mieux. Et puis aussi, je note sur cette slide que les Américains sont oui, plus chers. 0,025, voilà, 0,005, c'est toujours bon à prendre, mais voilà. Ce qui va, franchement, on peut toujours choisir les meilleurs ETF. Moi, j'adore. Je suis pas des ETF. Ce qui est important, c'est de se lancer, d'y aller. Voilà. Les deux solutions sont excellentes. Et fortiori, effectivement, en plus, si les frais à l'achat sont offerts, c'est tout. C'est bien sûr, c'est tout bénef. Ça, c'est sûr. Voilà, vous avez un partenariat effectivement avec Amundi qui est excellent. Il y en a plein d'autres. Voilà, dont celui-là qui est excellent. Tout à fait. Mais vraiment, lancez-vous. Voilà, il y a d'autres formes. Voilà, il y a du smart beta aussi, par exemple. Là, c'est juste pour donner des exemples d'autres ETF que j'aime bien. Par exemple, là, c'est un ETF Monde Momentum qui est chez iShares. Là, effectivement, vous n'avez pas de partenariat, etc. Mais voilà, qui est une solution aussi où ça achète les sociétés dont le cours de l'action a le plus augmenté depuis 6 mois, 1 an. Et donc ça, historiquement, ça a super bien fonctionné. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. C'est juste pour vous dire qu'il y a une richesse des ETF qui est vachement intéressante. Voilà. Et donc, il y a aussi dans votre partenariat, on en reparlera tout à l'heure, il y a 150 ETF, je crois, de tête. Donc voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Il n'y a pas que le World, même si le World, c'est la solution simple et efficace. Et à l'inverse, voilà, pour moi, comme il y a des milliers d'ETF, il y a des ETF à éviter. On en parlait quand on préparait ensemble, Nicolas. Je pense quand même que les ETF à effet de levier, voilà, c'est à éviter de manière générale. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà, j'ai fait plein d'analyses. Mais dans le principe, il y a du volatility drag qui fait que c'est pas performant sur le long terme. Et puis il y a des ETF qui sont pas simples à comprendre, même on lit et puis on comprend pas. Voilà, c'est un exemple à gauche d'ailleurs, j'ai oublié de changer. Ouais. Voilà. Tu as des frais de Donc, financement en général. tous les ETF sont pas parfaits, moi je trouve, pour le long terme en tout cas, ou difficilement compréhensibles. Voilà, donc essayez de rester quand même, en tout cas pour débuter, sur des ETF à un indice large. Voilà, j'ai fait le tour. Si tu veux reprendre la main, n'hésite pas, Nicolas. Yes. Merci beaucoup, Edouard. Alors là, maintenant, on va faire un peu plus pratique. On va aller sur la plateforme Saxo. Je vais vous montrer comment filtrer certains ETF. Alors, on n'a pas énormément de temps, donc on va faire ça de manière le plus synthétique possible. Je vois qu'il y a énormément de questions. Bien sûr, on va y revenir juste après. Mais là, voilà, je vais vous montrer sur la plateforme la Saxo Trader Go, qui je trouve est la plus complète. Hein, c'est notre plateforme historique. Il y a aussi la Investor, qui est un peu plus simple, mais vous retrouverez les mêmes éléments. Alors, on va commencer. Donc, vous savez, la plateforme est divisée en 3 parties. On a une partie opération, c'est un peu le cockpit de trading, où là, on va passer nos ordres, faire nos sélections. On a la partie marché info, où là, on va aller chercher de l'information de marché, du contenu, de l'inspiration, notamment. Vous voyez, là, on a une vidéo qu'on fait toutes les semaines, on a des articles. Ici, on met des petites informations de marché. Et puis la partie portefeuille, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, tout ce qui est back-office, rapport, etc. Alors, si on va dans la partie opération, oui, il y a quelque chose qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est notamment le sélecteur. Vous voyez, donc ici, sur la gauche de la plateforme, à côté des favoris, vous avez le sélecteur. Et là, ça va vous permettre, en fait, de faire de recherche d'ETF. Recherche, c'est ce qui est le plus important, finalement, pour une bonne sélection. Donc, vous allez cliquer sur la liste de filtres. Vous allez sélectionner la catégorie ETF.
Et ensuite, vous allez pouvoir descendre vos filtres. Donc, j'ai vu dans les questions, il y en a qui demandaient voilà, comment on fait pour les ETF obligataires ou ETF sur les matières premières. Alors, ça n'a pas vraiment le nom d'ETF. ETC, ça, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de questions. On va y revenir. Mais là, typiquement, vous pouvez voilà, sélectionner, filtrer. Donc là, on va aller sur du basique. On va regarder les ETF sur les actions. On peut filtrer les catégories également. Voilà, petite cap, moyenne cap, grande cap, les devises. Donc, comme le disait Edouard, effectivement, privilégier en euros, hein, ça évite les risques de change et peut-être même certains coûts de couverture. Il y a la notation de Morningstar, je vais la laisser comme ça. Pour ceux pour qui la durabilité, hein, donc les critères ESG, etc., c'est important, vous pouvez aussi le mettre ici. Sélectionner l'émetteur. Donc, par exemple, dans notre cas, vu qu'on a une offre, pour rappel, hein, avec les 0 euros de courtage, on va aller chercher l'ETF, la maison de gestion Amundi, mais vous pouvez très bien en sélectionner d'autres. Le pays, le type de dividende. Si vous voulez qu'effectivement il y a une capitalisation ou une distribution, hein, si vous voulez que ce soit payé ou réinvesti, éligible au PEA ou pas, voilà, je vais le cocher. On a notre liste de filtres, on peut filtrer. Et puis là, vous avez voilà, tous les ETF qui ressortent. Vous pouvez ensuite enregistrer la liste, etc. etc. Si vous allez sur la base 2, là, vous pouvez effectivement filtrer encore davantage avec la variation des prix, notamment, par exemple, voilà, sur un an. Donc, ça, c'est pour le filtre. Ensuite, pour les informations sur l'ETF, vous avez la fiche produit qui est là. Donc là, j'ai tapé le CAC, celui d'Amundi, hein, le CAC 40 UCITS. Donc ça, c'est un distribuant. Et dans la fiche produit, vous pouvez retrouver les informations principales de cet ETF. Donc, est-ce que c'est la distribution de la CAPI, également, voilà, qui est la maison de gestion, les frais courants, la répartition des actifs. Donc ici, on voit que le secteur, vous voyez, je suis dans fiche produit, un petit peu plus bas. Et là, j'ai la répartition de mon ETF qui est plutôt bien diversifiée. Par contre, au niveau des régions, comme c'est un ETF CAC 40, là, c'est principalement, bien sûr, la France. Alors, vous retrouverez également dans les documents le DC, ou dans le DC, voilà, vous pourrez retrouver encore une fois les frais, comment ça fonctionne exactement, synthétique, physique, capitalisant, etc. Vraiment, vous retrouverez toutes les informations importantes. Pas besoin d'aller sur le site de l'émetteur, on a tout ici. Donc, si je fais une simulation de ticket d'ordre, assez classique, hein, de la même manière, donc vous avez l'ETF ici, le prix, le carnet d'ordre. Pour ceux qui, effectivement, vous pouvez prendre l'abonnement à Euronext, hein, il est gratuit. Vous avez aussi le carnet d'ordre et le temps réel. Et puis, j'avais vu une question passer, donc ça y répond également. J'ai vu quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut shorter les ETF. Alors, quand ils sont en l'état brut, non. Par contre, si on le fait en SRD, oui. Et ça, vous pouvez le faire sur le ticket d'opération. Mais attention, au SRD, hein, il y a de l'effet de levier, mais là, on peut effectivement le travailler à la vente. Alors, ça vous intéressé aussi les frais. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien sur le ticket d'opération aller sur le petit i d'information qu'on voit ici, les conditions de trading. Donc, on va ouvrir les conditions de trading, s'il veut bien me les ouvrir. Et là, on va pouvoir retrouver tous les frais. Voilà, donc conditions de trading aussi ici, hein, sur le petit ici. Hop. Vous avez les frais, donc commission. Donc ça, c'est les commissions de chez Saxo. On a effectivement donc un minimum d'euros avec 0,08%. Ça, c'est la tarification classique. En Platinum, on a 0,05%. Et pour les VIP, on est même à 3 points de base, hein, 0,03%. On affiche également le coût du spread. Alors ça, le coût du spread, c'est le spread de marché, hein. C'est le spread qui existe également sur le marché, mais nous, de manière très transparente, hein, on l'affiche. Ce n'est pas des frais Saxo, c'est vraiment le bid-ask du marché. Mais comme c'est un coût qui existe, nous, on a pris la décision de l'afficher, même si ce n'est pas un coût Saxo. Ensuite, les frais courants qui sont ici. Et ça, j'aime bien cette partie. Les clients aussi, en général, ils peuvent simuler en fonction de la période de détention leur coût. Donc, si je prends par exemple 100, quantité 100 de ces ETF-là, voilà, ça va me coûter 6,15 à l'ouverture, 6,15 à la clôture. Le spread de marché va me coûter 4. En tout, j'en ai pour 16,31.
Et puis ensuite, les frais courants, 0,25% annuel, ça me fait 1,58 euros. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement faible, mais là, je le détiens sur un mois. Donc, c'est les 0,25% annuels que je remets sur un mois. Donc, voilà au global, quel est mon coût de détention. Donc, ça, vous pouvez les retrouver dans les conditions de trading de l'instrument. Pareil, dans les caractéristiques, là, voilà, vous pouvez voir un peu d'autres informations, notamment le code ISIN, les heures d'ouverture, la bourse, etc. Donc ça, c'est important de bien regarder les conditions de trading. Hein. En réalité, sur tous les produits, hein, pas uniquement sur les ETF, mais les ETF, ça permet de voir les frais de gestion et faire des simulations. Alors rapidement, parce que les 45, on va passer aux questions. Dans Marché Info, vous pouvez aller dans la partie donc marché et sélectionner ETF ici. Alors par défaut, ça sera action, mais vous pouvez sélectionner ETF et vous verrez les ETF les plus traités, les plus populaires en ce moment chez Saxo Bank. Avoir également quelques petits articles hein, sur les avantages, les risques, etc. Alors c'est pas de la même qualité que Edouard, mais c'est tout de même c'est tout de même présent sur votre plateforme avec les palmarès également. Si vous avez besoin d'idées, en plus du sélecteur, vous pouvez retrouver celles qui ont le mieux performé, les notations, etc. Et là, si je clique ici, hop, je reviens sur ma liste de filtres en plus grande, où là, vous pouvez voilà, vous amuser à faire votre sélection. Voilà, bon, alors les 45 piles, on n'était pas trop mal. Merci Edouard. On va passer aux questions. Je vois qu'il y en a effectivement beaucoup. Alors, alors oui, j'ai eu beaucoup de questions. Alors, je sais pas ça, c'est Edouard, tu veux peut-être toucher un mot là-dessus. C'est plus sur les grandes familles d'ETF. Il y en a beaucoup qui comprennent moins bien les différences entre ETF, ETC, ETN. Il y en a qui parlent d'ETP. Alors ETP, c'est la grande famille. Derrière, il y a effectivement les branches. Est-ce que là-dessus, Ouais, écoute, tu veux en toucher un mot? rapidement, bah, en fait, comme tu disais, la grande famille des produits cotés en bourse, bah, c'est ce que je viens de dire. C'est ETP, Exchange Traded Product, ETP. Donc voilà. Et dedans, il y a les ETF, les ETC, etc. Donc les ETF, ce sont des fonds cotés en bourse. Un fonds, c'est quoi? C'est grosso modo, c'est une SICAV ou un FCP, voilà, qu'on connaît, les SICAV qu'on connaît depuis des années, qui sont cotés et vous êtes plus ou moins, allez, on va dire, actionnaire d'une part de cette société qui a été créée pour l'occasion. Voilà. Donc ça, vous possédez une partie de la société et ça appartient aux gens qui investissent cette société, en fait. Les autres formes, ce sont pas des sociétés ce sont pas des fonds que vous possédez. C'est que l'émetteur a une créance envers vous. Okay, elle vous doit de l'argent. Okay, elle vous doit quelque chose. C'est pas vous qui le possédez. Bon, ce qui fait que il y a un risque de contrepartie qui est que si l'émetteur fait faillite, il y a un problème parce que il peut plus vous donner l'argent. Alors bien sûr, il y a des assurances, machin, etc. Voilà, mais il faut quand même le savoir. Et donc dans ces produits qui sont pas des fonds, il y a notamment les ETC, Exchange Traded Commodities. Commodities, c'est les, comment on dit en français, les matières premières, voilà, dont l'or. Merci. Voilà, donc vous pouvez avoir un ETC oil, pétrole ou or, etc. Si on prend or, il y a des très gros ETC or qui sont où il y a bien sûr un risque de contrepartie, mais par exemple, ils possèdent l'or en physique dans des stocks, souvent à Londres, un peu en Suisse. Donc, c'est une forme différente. C'est quand même un peu plus risqué parce qu'il y a quand même un petit risque de contrepartie. Mais c'est quand même fait, on est en Europe pour protéger l'investisseur. Si vous prenez les grosses sociétés de gestion qui font ça, le risque est quand même faible. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir que voilà, c'est pas exactement la même chose. Voilà. Très clair, je te remercie. Alors, j'ai une question là qui demande comment ça se fait que dans un PEA, on peut avoir des ETF
sur le Nasdaq, par exemple. Bah oui, avec plaisir. Tu veux Bah oui, répondre, excellente Edouard, ou... question. Allez, je te Donc laisse. les ETF, enfin, normalement dans un PEA, on est censé investir dans des entreprises dont le siège social est dans l'Union européenne, et quand c'est un fonds à minimum à 75%. Et les gestionnaires d'ETF, ils ont trouvé une technique, mais qu'ils n'ont pas faite pour cette raison-là. Ils ont plutôt utilisé une technique qu'ils utilisaient pour d'autres raisons en Europe. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et je pense qu'il faudrait plutôt un banquier d'affaires pour expliquer ça plutôt que moi, qui a un lien entre les gestionnaires d'actifs et les banques d'investissement sur la façon de se financer, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc ça vient de là historiquement. Ils utilisent une méthode de réplication de l'indice qui s'appelle la méthode de réplication indirecte et que parfois on appelle synthétique. Comment ça se passe? C'est que l'émetteur d'ETF, il va acheter des actions européennes, au moins à 75%. Okay, donc, il les possède vraiment. Et en plus, il va acheter un produit dérivé qui s'appelle un swap de performance, qui va échanger la performance de ces actions européennes contre la performance des actions de l'indice dont on parle. Donc, par exemple, si vous avez un indice Nasdaq, il y a une banque d'investissement qui va négocier, par exemple, si vous prenez un Amundi, qui va négocier avec une banque d'investissement un swap de performance pour son ETF entre les actions qu'ils ont rachetées en Europe et un indice américain avec une banque d'affaires qui peut être BNP, Goldman Sachs, il y en a plein qui font ça. C'est comme ça que ça marche. Donc le mot produit dérivé peut faire un peu peur, mais comme j'expliquais, dans l'ETF, il y a plein d'actions physiquement. Par ailleurs, il y a plein de mécanismes de sécurité pour faire en sorte que ce soit sécurisé. Déjà, c'est surcollatéralisé, donc surassuré, c'est assuré cette perte. Et par ailleurs, c'est un swap de performance qui dure qu'une journée. Donc, en fait, la valeur de ce swap de performance est extrêmement faible. Donc, même s'il se passait un problème, ça serait quand même relativement sécurisé. Bon, après, c'est comme tout, on n'aimerait pas trop que ça se passe. C'est sûr que voilà. Mais franchement, le risque est relativement faible. Et je trouve que le risque est complètement offseté, compensé par l'intérêt absolument démentiel d'avoir un ETF S&P 500, Nasdaq, World dans un PEA. Voilà. Je te remercie. Alors, il y a d'autres questions. Alors, il y a pas mal de questions sur est-ce que vous avez des ETF sur l'or, des ETF obligataires. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout vous donner. C'est pour ça que la liste de filtres qu'on a regardé ensemble vous permettra de filtrer et de trouver que ce soit les obligataires, que ce soit sur l'or, en fonction de la maison de gestion. Alors, attention, parce que si vous mettez par exemple Amundi, vu qu'effectivement, on a cette offre en cours, peut-être qu'Amundi sur les obligataires n'est pas vraiment spécialisé sur l'obligataire, donc vous en aurez moins. Donc, c'est à vous de faire ce travail-là via le filtre, justement, qu'on a regardé ensemble. Ensuite, j'ai une autre question que je trouve intéressante, c'est sur est-ce que les ETF S&P 500 qui cotent à Paris, du coup, on peut les traiter en dehors des heures d'ouverture de la bourse? Non, on peut pas. C'est vrai que ça, c'est un petit risque, j'allais dire, parce que effectivement, c'est des ETF avec sous-jacent des indices américains, on pourra les traiter de 9h à 17h35, et on sait que la bourse américaine, elle continue. Donc, ça peut être un des risques, effectivement, d'être sur un ETF avec sous-jacent aux États-Unis, alors qu'on pourra uniquement agir dessus lors des cotations, Alors, sur ce sujet, européennes. mon conseil, donc, pour non, être très pratique sur ce sujet-là, c'est que c'est aussi coté pendant que la bourse américaine est fermée, de 9h30 à 15h30. On peut le faire parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont cotées la nuit, notamment les produits dérivés, donc les émetteurs d'ETF. Ils se débrouillent avec justement les futures, etc., pour coter correctement leur ETF, bien que la bourse américaine ne soit pas officiellement ouverte des actions. Cela étant, moi, je trouve que c'est quand même plus safe de le faire
au moment où ça se recouvre entre la bourse américaine et la bourse française. Donc typiquement entre 15h30 effectivement et 17h30, là les deux marchés sont ouverts. L'ETF il cote correctement en Europe, il s'appuie sur des vraies données américaines. Donc voilà, donc ça c'est un bon moment et je trouve que aussi de manière générale il vaut mieux éviter l'ouverture et la clôture qui sont des moments qui peuvent être parfois un petit peu bizarres. Voilà, assez rarement. Donc voilà, un petit conseil, ça peut être mieux entre 15h35 et 17h15. Et, et cette intervention me permet juste de vous rappeler un peu globalement, on a le pré-marché et le post-marché sur les actions américaines. C'est pas donc si vous pouvez intervenir dès 13h de Paris sur les actions américaines avec le pré-marché chez Saxo de manière générale. Là, je parle pas des ETF, je parle de manière générale et également en post-market. Juste un petit rappel pour ceux qui en auraient besoin. Je vois beaucoup. Est-ce qu'il y aura de webinaires? Oui, de webinaires. Est-ce qu'il y aura le replay du webinaire? Oui, bien sûr, il y aura le replay du webinaire sur la plateforme. Également, rapidement, parce que là, on va manquer effectivement de temps. J'ai une question sur le détachement des dividendes. Où est-ce qu'on le voit? En fait, on le voit dans la plateforme. En fait, quand vous serez en position sur l'ETF, vous pourrez voir dans la partie opération sur titre les dividendes, quand est-ce qu'ils vont être touchés, enfin détachés et donc payés ensuite dans votre portefeuille. Ça, vous pouvez le voir dans la partie opération sur titre de la plateforme. Ouais, merci beaucoup pour votre participation parce qu'il y a énormément de questions. Bien sûr, on ne peut pas tout faire. Donc, je vous invite, voilà, si jamais à nous recontacter et on pourra regarder tout ça ensemble. Voilà, donc merci encore une fois à Edouard. Merci à On vous. arrive au bout du webinaire. Sympa de mon Si tu veux. invitation et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Ça me fait très plaisir. J'espère que j'ai partagé des choses qui vous seront utiles. C'était très, très intéressant. Merci Edouard. Et puis, je vous dis à tous une très, très bonne journée. Et n'hésitez pas voilà, à partager, à laisser des commentaires si effectivement ça vous a plu et de vous inscrire au prochain.